Youtet Kislev, le Rabbi Shneur Zalman, a été libéré de prison, mais il n'est pas rentré chez lui avant le Chav Kislev. Donc, les 2 jours sont un Yom Tov. Il y a une leçon importante que nous pouvons apprendre de ce qui s'est passé le Chav Kislev, le 20e jour du mois de Kislev, comme aujourd'hui. Mais d'abord, revoyons ce qui s'est passé le Youtet Kislev dans le domaine spirituel. Pourquoi est-ce que le Rabbi Shneur Zalman a-t-il été en prison ? Le Admor Hazaken avait une Mesirut Nefesh très spéciale. Il a donné sa vie pour répandre le judaïsme et enseigner la Chassidoute. Comme enseigner la Chassidoute était quelque chose de nouveau, dans le ciel, il n'était pas clair que c'était vraiment la bonne chose à faire et qu'il était vraiment le moment de révéler maintenant dans le monde cette Chassidoute, cette étude. Par conséquent, matériellement, c'est-à-dire dans la Geshmiut, dans ce monde-là aussi, qui est un reflet de ce qui se passe spirituellement dans le ciel, il y avait des Juifs qui, eux, étaient en désaccord avec la diffusion de la Chassidoute. Ce n'est qu'après la Géoula du Youtet Kislev qu'il a été décidé dans le ciel. Et plus tard, matériellement, c'est-à-dire dans ce monde-là, que la Chassidoute devait être étudiée pour préparer le monde à la venue de Mashiach. Après que le Admor Hazaken ait quitté la prison, il a écrit une lettre aux Chassidim qui est imprimée dans le Igeret HaKodesh, leur disant comment agir avec ceux qui étaient contre la Chassidoute. Il va dire aux Chassidim de rester humbles et de ne pas dire aux autres « Ah, vous voyez, on avait raison », de ne pas les traiter de manière désagréable, de leur pardonner. Le Rabbi Shneur Zalman lui-même a montré un exemple à ses Chassidim de ce qui s'est passé le Chav Kislev. Juste après que l'Admor Hazaken ait quitté la prison, il a demandé à être conduit à la maison d'un de ses Chassidim qui était à proximité. Dans la même maison vivait également l'un des mitnagdim qui était contre la diffusion de la Chassidoute. Et par erreur, le Rabbi Shneur Zalman a été amené dans cette maison-là, de ce mitnaged, au lieu d'aller chez le Chassid. Le Rabbi Shneur Zalman est resté là pendant 3 heures, pendant que le mitnaged disait beaucoup de choses négatives sur la Chassidoute, pour blesser le Admor Hazaken. Quand les Chassidim ont finalement compris ce qui s'était passé, ils sont venus pour le chercher. Et là, le Chassidim était très contrarié contre cet homme-là qui avait mal parlé au Admor Hazaken et voulait le punir pour avoir importuné le Rabbi Shneur Zalman. Mais là, le Rabbi Shneur Zalman va le dire qu'en respect pour son hôte, puisqu'il avait préparé du thé, il voulait d'abord boire le verre de thé. Évidemment, si cette accusation-là avait été déjà retirée dans le ciel, le Rabbi Shneur Zalman n'avait pas besoin de subir d'autres emprisonnements et d'autres douleurs, d'autres difficultés. La seule raison pour laquelle cela s'est produit, c'était pour montrer un exemple aux Chassidim sur la manière d'agir après la délivrance, après la libération de cette prison. Et même s'ils étaient très blessés et contrariés par ceux qui ont amené le Rabbi Shneur Zalman en prison, ils devraient toujours les traiter avec respect et ahavat Israël. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Kislev, Parashat Vayeshev, le premier jour de la semaine, Chag HaGeoula, chez le Rabbi Shneur Zalman, le jour de la libération du Rabbi Shneur Zalman, le fondateur de la Chassidut Chabad. Nous sommes le Chav Kislev 5784 et nous allons étudier ensemble le Chumash du jour. Dans le Chumash, nous commençons à apprendre l'histoire de la vente de Yosef en esclavage et de son arrivée en Égypte. Jusqu'à présent, nous avons appris depuis le début du Chumash, Bereshit, les sujets qui concernent la création du monde. Nous avons développé ensemble qui étaient nos avot, nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et maintenant nous sommes prêts à commencer à apprendre ensemble comment les enfants de Yaakov sont descendus en Égypte, dans cet exil-là qui va devenir cette Égypte, et enfin la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah. À ce stade, tous les Shvatim étaient déjà nés. Les tribus sont déjà là. Il y avait les fils de Léa, les fils de Bilha, de Zilpa, et il y avait Yosef et Binyamin qui étaient les fils de Rachel. Les fils de Léa se sentaient plus importants que les fils de Bilha et Zilpa, car Bilha et Zilpa étaient des servantes. À l'âge de 17 ans, Yosef était berger avec les autres tribus. À certains égards, il ne se comportait pas de manière très mature, en faisant paraître, par exemple, ses cheveux qui étaient un peu plus jolis que les autres. Et à d'autres égards, il se comportait très mature. C'est-à-dire, il passait du temps avec les enfants de Bilha et Zilpa quand il se sentait maltraité. Il avait cette ahavat Israël. Yosef n'était pas très content de la façon dont se comportaient les fils de Léa, et il va dire à son père, Yaakov, ce qu'il pensait et ce qu'il faisait de mal.
comme, par exemple, ce qu'il faisait avec les enfants de Bila et Zilpa. Il disait aussi à Yaakov qu'il mangeait de la viande d'un animal qui n'était pas encore égorgé comme il faut, c'est-à-dire dont on n'avait pas encore fait la shrita. Yaakov, le texte nous dit, aimait Yosef plus que les autres enfants, parce qu'il était né quand Yaakov était vieux et parce qu'il lui ressemblait beaucoup. Il va lui enseigner à Yosef tout ce qu'il avait appris de Shem et Ever, là où il a étudié la Torah. Et il va d'ailleurs lui faire un très beau manteau à porter. Ses frères, les Shvatim, vont devenir jaloux. Et ils vont d'ailleurs même montrer ses sentiments de jalousie. La Torah nous raconte comment Yosef ensuite va faire un rêve qui rendit encore plus jaloux les Shvatim, puisqu'il va leur raconter ce rêve. Et dans ce rêve-là, il rêvait qu'ils ramassaient du blé dans le champ et que leur gerbe de blé s'inclinait devant la sienne. Cela les fit encore plus haïr Yosef, car cela signifiait qu'il voulait les gouverner. Ensuite, Yosef va faire un autre rêve, et il va le raconter aussi à ses frères. Et dans ce rêve, il voyait le soleil, la lune et 11 étoiles, comme une métaphore pour les Shvatim et ses parents. Ils s'inclinaient tous devant lui. Yosef va raconter l'histoire à nouveau pour que son père l'entende, mais Yaakov lui dit devant ses frères que le rêve n'avait pas de sens, car sa mère était déjà décédée. Il dit cela parce qu'il ne voulait pas qu'il soit jaloux. Mais en réalité, Yaakov attendit et espéra que le rêve se réaliserait vraiment. Teilim, les chapitres que nous disons aujourd'hui sont les Teilim du Tzadik Zaïn au Kouf Gimel. Un jour, lorsque le rabbi précédent était encore jeune, son père, le rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, l'emmena à un Farbrengen chassidique. C'était Sukkot et le Farbrengen se déroulait dans la Souka et il faisait très très froid. Le Farbrengen dura très tard et le rabbi précédent s'endormit. La rabbinite Shterna Sarah, qui était la mère du rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, va le prendre pour le mettre au chaud dans son lit, mais le rabbi Rachab dit de le laisser rester. La rabbinite lui dit, il fait froid pour lui. Ne dit-on pas dans les Teilim, Kerachem av albanim, Hachem a de la rachmanout. Pour nous, il a de la pitié, pour nous comme un père a de la rachmanout pour son enfant. Alors elle lui dit, où elle est ta rachmanout, où elle est ta miséricorde pour ton fils, il peut tomber malade à cause du froid, chas shalom. Le rabbi Rachab lui répondit comme ça, laisse-le dormir près des chassidim qui sont en train de faire le Farbrengen, et cela le tiendra au chaud. Cette chaleur restera avec lui pendant de nombreuses générations. De nombreuses années plus tard, le rabbi Yosef Yitzhak raconta cette histoire lors d'un Farbrengen avec des chassidim. Et après l'histoire, il dit comme ça, c'est de ce Messirut Nefesh qu'il faut avoir pour le chinour, pour l'éducation des enfants. Il faut vraiment donner sa vie et vraiment se donner pour l'éducation des enfants. Tanya, l'écouter Amarim. Et là, nous étudions les Askamot. Nous avons démarré le Tanya hier. Et nous sommes dans cette introduction du Tanya. Le Tanya d'aujourd'hui est une autre Askama, mais d'un autre type. Les Askamot, dans le Tanya d'hier, disaient qu'elles pensaient que le Sefer était très spécial et qu'il devait être imprimé. Les Askamot d'aujourd'hui sont des trois fils du Rabbi Shlomo Zalman. Ils disent qu'ils sont d'accord pour imprimer deux autres parties du Tanya qui ne figuraient pas dans l'original. Les premières éditions du Tanya comprenaient le Likutei Amarim Chelek Aleph, première partie, Sha'ar HaYichud Ve'Emunah et Igeret HaTeshuvah. Comme on le voit dans le Hayom Yom d'aujourd'hui d'ailleurs, dans certains endroits, Igeret HaTeshuvah est appelé Tanya Katan. Et la première partie est appelée Tanya Gadol. Après la Istalkut du Rabbi Shlomo Zalman, lorsque le Rabbi Shlomo Zalman est monté chez Hachem, ses fils acceptèrent d'ajouter les sections appelées Igeret HaKodesh et Kuntres Acharon. Igeret HaKodesh est constitué de lettres que le Rabbi Shlomo Zalman a envoyées à des chassidim, dont beaucoup traitent de la tzedaka, de la prière, de la façon avec laquelle on doit faire la tfila. Kuntres Acharon, lui, est constitué de pilpulim sur la Kabbalah, qui explique certaines sections de la partie du Tanya que nous avons appris et que nous allons apprendre encore dans la première partie du Tanya, et de manière beaucoup plus approfondie. Les fils du Rabbi Shlomo Zalman qui ont signé cette Askama étaient le Rabbi Dovber, le Admor HaEmtsaï, ainsi que Rab Chaim Avraham, ainsi que Reb Moshe.
Si vous regardez bien leurs signatures, vous pouvez voir qu'ils décrivent chacun leur père, le Rabbi Shlomo Zalman, d'une manière différente. Le Rabbi explique qu'ils ont chacun écrit des titres pour leur père similaires à ce qu'ils étaient eux-mêmes. Le Admor Haim Tzai était un rabbi, il va prendre la suite du Rabbi Shlomo Zalman. Le Rabbi Chaim Avram était un très grand rave et un posek, c'était un grand décisionnaire qui était connu pour sa justice. Et Rabbi Moshe était un gaon, un très grand érudit dans la Torah et un grand chassid. C'est ce que nous pouvons dire sur notre Tania du jour. Et le Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Rav Kislev, très important de mettre la tzedaka. Une petite pièce dans la tzedaka, et par cela, Mashiach arrivera. Très important de mettre la tzedaka aujourd'hui. On peut rajouter une pièce en plus en l'honneur de Yutet Kislev. C'est très important de le faire. On compte sur chacun. Vous savez que vous avez la possibilité de vous abonner à notre chaîne YouTube ou sur les différents réseaux, sur Spotify, sur Apple, Podcast, etc. pour recevoir tous les jours le Chita du jour. Et une grande mitzvah aussi serait de partager ça, vous savez, avec d'autres personnes. Que chacun puisse écouter le Chitat. Vous pouvez envoyer vos dédicaces sur chitat.fr et vous pouvez le faire également sur tout simplement le 06 61 76 87 70, c'est-à-dire sur le WhatsApp de ce numéro-là. Aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les étapes de l'impression du Tania, à partir de la première fois qu'il a été imprimé jusqu'à la façon dont nous l'avons aujourd'hui. Le premier endroit où le Tania a été imprimé était la ville de Slavita. Aujourd'hui, Rav Kislev 5557, il comprenait les deux premières parties du Tania, Sefer Shel Benonim et Sha'ar HaIchud VeHaEmuna. La Igeret HaTeshuva, qui est la troisième partie du Tania, a été imprimée 2 ans plus tard, en 5559, à Zlovkivi. Puis, la version finale a été imprimée à Sklov, 7 ans plus tard, 5566. La quatrième partie du Tania, Igeret HaKodesh, qui comprend le Kuntres Acharon, a été imprimée pour la première fois à Sklov, et tout cela, bien comme il faut, en 5574. C'est l'année suivante, la Istalkut du Rabbi Shlomo Zalman. Ces 4 parties du Tania ont été corrigées de la manière dont nous les avons maintenant et imprimées à Vilna en 5660. Cette version a été imprimée de nombreuses fois depuis, jusqu'à il y a encore pas longtemps. On continue toujours à imprimer le Tania, dans toutes les langues du monde d'ailleurs. Le Rabbi a donné pour instruction que des Tanias soient imprimés partout. Et à ce jour, dans toutes les villes du monde, il y a un Tania qui a été imprimé. Rambam, Ilchot Tumat Ochlin. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur la manière dont la nourriture et la boisson deviennent impures. Le Pérek Dalet nous explique la plus petite quantité de nourriture qui est Mekabel Touma, c'est-à-dire, il faut savoir que n'importe quelle quantité, même une goutte, est la plus petite quantité de nourriture qui peut rendre d'autres choses impures. Au moins un kabetza, c'est-à-dire la mesure qui correspond à un œuf. Le Pérek E, le 5e chapitre, nous enseigne les lois qui concernent le yad, c'est-à-dire comme une tige, et le shomer, comme par exemple les pelures d'une nourriture. Si cette tige-là est attachée à une nourriture, elle peut devenir impure. Si par exemple le shomer, c'est-à-dire une pelure, elle peut devenir tamée, à moins qu'elle ne soit jetée. Parfois, elles sont comptées comme faisant partie de la nourriture, et parfois on va considérer que ce n'est plus du tout de la nourriture. Et pour finir, dans le 6e chapitre, on passe en revue les aliments qui sont comptés et qui correspondent à un aliment qui est attaché ou pas. Par exemple, un tas de pâtes qui est compté comme attaché, si une partie de la pâte est touchée, le tout est impur. Mais si, par exemple, des figues sont écrasées en tas et que certaines de ces figues-là deviennent impures, eh bien, le reste d'entre elles peut rester, de son côté, pur. Et voilà
Voilà, c'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. On peut se souhaiter Shana Torah, Tekatemu et Techatemu, que vous soyez inscrits et scellés dans le livre et dans les chemins de la Chassidut, Be'ezrat Hashem, qu'on soit bénis, qu'on soit tous délivrés, libérés de toutes nos prisons, Be'ezrat Hashem, qu'Hashem nous envoie le Mashiach, qu'on puisse étudier encore plus de Chassidut cette année et se comporter comme des Chassidim. À très bientôt. Une spéciale dédicace pour tous nos frères qui sont en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu libère tous les prisonniers, qui donne de la Hatzlacha à tous les Chayalim et qui nous ramène très très vite nos frères en Eretz Israël et qu'on puisse chanter et danser avec le Mashiach, avec le Beth Amikdash reconstruit, Be'ezrat Hashem.